Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présente la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Folies Bergères pour la première compile double jeu avec Jean-Marie Bigard, Jeanne Moreau, Patrick Sébastien, Smaïn, Dorothée, Patrick Timsit, Jean-Marc Thibault, Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Folies Bergères pour double jeu. Notre émission de ce soir sera un derby régional, Saint-Tropez contre Monaco. Sexe symbole des années 50, 60, 70, 80, 90. Toujours délicieuse et ravissante, Brigitte Bardot. Face à elle, princesse top et reine du top, son Altesse Sérénissime Stéphanie Grimaldi de Monaco, qui nous revient d'une tournée triomphale au bistrot d'en face. Dis-moi, Brigitte, toi qui défends les grands singes, tu t'occupes de qui en ce moment? En ce moment, je m'occupe de Jean-Yann et de Denis Roussos. Ah. Et tu en es où de ta lutte contre la vivisection? Pour Michael Jackson, j'ai rien pu faire. Ah, c'est dommage. Brigitte, dites-moi, pourquoi avez-vous fait castrer votre âne? On se sent tellement mieux comme ça. J'en sais quelque chose. Stéphanie, Paris Match est sur les dents. Quel est le prochain malheur qui va s'abattre sur la principauté? Je vais sortir un nouvel album en janvier. C'est vrai que ton frère te pique toutes tes robes? Je m'en fous, de toute façon, je collectionne assez les vestes en ce moment. Franchement, t'aurais pas préféré arriver vierge au mariage? C'est difficile de se marier à 8 ans. La semaine dernière, Sacrée Soirée a rendu un bel hommage à Double Jeu en nous empruntant une idée de rubrique. Cette semaine, Double Jeu a décidé de rendre le même hommage à TF1. Et ce soir, notre invité est un invité mystère. Invité mystère, est-ce que vous m'entendez? J'entends. Invité mystère, est-ce vous qui avez déclaré, juste avant la guerre du Golfe, que la France devait y participer pour pouvoir être présente aux négociations de la conférence de paix? Non. Bon, c'est pas François Mitterrand. Invité mystère, est-ce que vous avez reconnu tous vos enfants? Oui. C'est pas Yves Montand. Invité mystère, est-ce que ça vous brûle quand vous faites pipi? Un petit peu, oui. Oh, monsieur, oh, j'ai trouvé, c'est Bigard, c'est Jean-Marie Bigard. Ton nom? Bigard. Prénom? Jean-Marie. C'est tout? À peu près, ouais. Jean-Marie Marcel. T'as des surnoms, je te demande? Ouais, j'en avais un quand j'étais à l'école, on m'appelait Bigou. Et ta pépé, elle t'appelle comment? Elle m'appelle... elle m'appelle pas, elle siffle, elle fait des tas de trucs, mais elle m'appelle pas trop. Date de naissance? 17 mai 54. Alors, t'as les cheveux gras mouillés, gras ou secs? Ils sont normaux et je t'emmerde pas mal. Les yeux, fais voir les yeux. Les yeux marrons, les yeux de cochon. T'as des lentilles? Ouais. Hypermétrope.
Je suis hyper métrope, ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas pour me vanter, mais je me débrouille bien. T'es borgne? Non, je m'appelle Jean-Marie, mais il y a des limites quand même. Cicatrice? Oui, j'en ai une petite, là, c'est une rite d'expression, on appelle. Ça plaît aux femmes, il paraît. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à quoi? Je te pose des questions, moi je te demande où t'as acheté ta veste. C'est-à-dire, t'as vu comment tu te fringues, toi? Vas-y, continue, mais tu commences un peu à me courir sur le haricot, je te dis tout de suite. T'as des verrues? Non. J'ai arrêté, j'étais à 2 paquets par jour, j'ai arrêté. Tu portes des slips, toi? Oui, des slips de Tarzan, des fois. Ça dépend dans quel partouze tu vas, ça dépend, tu vois. Tu fumes combien de paquets par jour? Ça dépend, je fume, si je fais la riboule dingue, je fume 2,5 avec une bouteille de whisky, puis sinon j'allume des fois ma première clope avant de jouer le soir, tu vois. Je fume 3-4 clopes dans la journée, sauf que je m'y mets, quoi. C'est une question de volonté, je veux dire, on peut fumer davantage, faut s'accrocher, c'est tout, quoi. Est-ce que tu as des rapports sexuels ailleurs que dans un lit? Ouais, je te demande, bien sûr. Toi aussi, je suppose. Où, par exemple? Partout, la machine à laver en position essorage. As-tu recours à l'amour tarifé? À l'amour tarifé, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est d'aller voir une pute, c'est ça? Oui, parle clairement parce qu'on ne comprend pas, je te signale. Et ça s'est passé comment? Ça s'est vachement bien passé. Moi, quand je suis arrivé à Paris, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller aux putes. J'étais fasciné parce qu'en province, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu sais, c'est vraiment des filles qui ne peuvent pas faire autre chose. Tandis qu'à Paris, il y en a des belles et tout. Puis j'étais fasciné à l'idée de donner de l'argent à une fille pour qu'elle me suce la bite. Je trouvais ça... Tu vois, c'est tellement un échange sain, je trouve. Je trouve que c'est vachement plus sain que la secrétaire qui donne son cul pour avoir de l'augmentation. Je trouve ça plus propre. Et souvent, c'est des filles formidables. Ça, ma femme, elle le verra pas, ça, si. Non, non. Tu gagnes combien par mois? Je gagne pas mal de pognon. Ouais, je gagne bien ma vie. Combien? Combien, je sais pas, je me rends pas compte. J'ai une société, moi aussi, je gagne un petit peu. Mais grosso modo, quand tu joues au théâtre, ça peut friser les 500 000 balles par mois, à peu près. Bah, comme tout le monde, hein, je veux dire. Encore que je suis tout seul. Et là, c'est pas marrant tous les jours. Je veux dire, nous, un coup, on gagne 500 000, et puis un coup, on gagne 300 000, on sait pas, on n'est pas à l'abri. Tu comprends? Et il y a des mecs qui gagnent 6 000, mais c'est tous les mois, ça tombe. C'est une sécurité pour eux. Avec nous, on n'est jamais à l'abri du truc, tu comprends? Ça peut varier d'un moment à l'autre. Tiens, toi qui es un comique, fais-moi rire. Quel con. Notre invitée ce soir, la vénéneuse séductrice de la nouvelle vague, la madone des travelling intello. Voici... Je sais pas ce que j'ai là. J'ai la mémoire qui flanche, là. Je me souviens plus très bien, là. De quelle couleur étaient ses yeux? Ils étaient noirs ou bleus? Ah si, Jeanne Moreau! Bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous connaissez nos amis? Très bien, on était voisins quand j'habitais Los Angeles en 77. Alors Jeanne, Oui. vous vous êtes mariée la première fois, c'était en 49, Oui, avec Jean Richard, Jean-Louis Richard. qui a changé son nom parce que ça ressemblait à Jean Richard. Ouais. Hein? Ouais. Et vous vous êtes retrouvée enceinte. Ouais. Et en fait, le mariage a eu lieu la veille de l'accouchement. Un samedi, c'était gratuit, puis c'était juste avant. Hein. Ouais, c'était juste avant. Ce qui fait que le photographe, il a été obligé de... Bah, on descendait l'escalier, on m'avait prêté un grand manteau. Et je lui ai dit, ah non, non, pas de photo. Il m'a dit, oh, mais madame, la tête seulement. Si vous n'aviez pas été enceinte, vous seriez mariée quand même? Non. C'est franc, moi. Vous avez eu un enfant, Jérôme, qui a 42 ans aujourd'hui. Ouais. Vous le voyez souvent? Je le vois en ce moment à peu près une fois par an. Ouais. Il vit en Californie. Parce que vous dites, j'ai eu un enfant, mais je n'ai jamais été mère. C'est dur à dire, ça, quand même. Non, pas du tout, je suis mère. Ce que je dis Jamais pas. été maman, peut-être? Maternelle. Maternelle dans le Ouais. sens conventionnel. Ensuite, vous avez eu une liaison, je ne sais pas, secret avec Pierre Cardin. Oui. Et puis, vous vous êtes mariée pour la deuxième fois avec le Mais réalisateur. c'était un vrai amour avec Avec Cardin? Pierre. Oui. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré plus de 4 ans. Ah oui. Et puis après, vous êtes remariée, donc avec le réalisateur de L'Exorciste et de French Connection, William Friedkin. Oui, Bill.
Vous êtes marié parce que ça vous a touché qu'il vous demande en mariage. Oui, ça m'a beaucoup bouleversée. C'est la première fois qu'on vous demandait en mariage, vous avez dit. En fait, oui. Ouais. Et alors ce divorce, c'était quelque chose d'épouvantable. Vous parlez d'années noires. Le fait que j'ai accepté, je lui accordais une valeur un peu sacrée. Et j'ai souffert de cette disproportion entre mon désir et la réalité. Non pas que je me sentais responsable et non pas que je le trouvais, lui, responsable. Mais ça a été une douleur très violente et très profonde. Alors ça vous a coûté de l'argent, en plus. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, enfin vous n'étiez pas très au courant des banquiers, des avocats, tout ça, ou vous n'avez pas voulu être au courant? Non, c'est pas grave, c'était surtout la déchirure qui comptait. Vous dites, je ne pense pas dans ma vie avoir aimé un homme. Avoir grave, été... ça. Ah non, non. C'est pas grave du tout. Ah bon? Je le reconnais. Je veux dire que la plupart des gens sont comme moi. On est amoureux, on est passionnément attachés, on repousse violemment. Mais l'amour, l'alliance, ce que j'appelle l'alliance, c'est-à-dire un échange profond, désintéressé, un amour absolu, je ne l'ai pas connu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu. Vous le regrettez? Oui, quelque part, j'espère le connaître avant de mourir. Bah oui. Mais peut-être que ce ne sera pas sous la forme que tout le monde peut imaginer. Bien. Maintenant, on va voir un sujet qui n'a rien à voir. D'accord. Ça va vous changer les idées, c'est consacré à la guerre. Ah oui, en effet. En janvier 1993, lorsque Douvres sera relié à Calais par le tunnel sous la Manche, l'Angleterre ne sera plus tout à fait une île. La Manche, qui a toujours préservé le Royaume-Uni des invasions, ne pourra plus alors jouer son rôle de rempart naturel contre l'ennemi. Le secret défense est maintenant levé et le Time du 11 novembre dernier révèle que le tunnel peut être inondé en cas de conflit. Au moment de la signature du traité, John et moi, on a eu vent d'un préparatif qui se faisait pour la défense nationale anglaise, qui a demandé un changement au plan du tunnel, mais nous ne savions pas quoi exactement, personne ne voulait nous dire, c'était un secret. Nous avons assisté auprès des gens à Londres, du ministère des Transports et de Défense, sans rien avoir, jusqu'à récemment, quand je pense que le gouvernement anglais a voulu calmer un peu les inquiétudes du public anglais de qu'est-ce qui se passerait au cas où il y a une invasion. Est-ce que quelque chose de sérieux a été prévu? Sur ordre du Premier ministre britannique, l'eau pourra s'engouffrer dans le tunnel grâce à une série de conduits reliés au fond de la mer. En quelques heures, la partie centrale du tunnel sera inondée, soit 13 des 37 km situés sous la Manche. Et selon le Time, c'est le 20 janvier 1986, le jour de la signature du traité sur le tunnel ferroviaire, que le principe d'un dispositif de sécurité fut adopté. Une destruction par l'arme nucléaire étant définitive, Tompkins, ministre de la Défense de l'époque, préféra le système d'inondation qui permet une remise en état ultérieure du tunnel. Mais le tunnel a-t-il une réelle importance stratégique ? Pour le gouvernement britannique, il est très important de neutraliser le tunnel parce que c'est le meilleur moyen d'une occupation terrestre. Aujourd'hui, certes, on fait d'abord la guerre avec l'aviation, avec les missiles, mais il s'agit ensuite de concrétiser la victoire par une conquête terrestre. Et donc, couper le tunnel, c'est freiner une invasion. Mais rappelez-vous, ce stratagème a déjà été utilisé dans l'histoire. Alors, Moïse serait-il entré dans les services secrets britanniques ? Inondable en cas de guerre. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Jeanne Moreau à l'oreille. J'aimerais bien gagner une fois. Ouais. Ouais. Alors maintenant, pendant que vous cherchez chez vous pour savoir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Aïe, 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 aïe. Elle est tout à fait l'image que font les guerriers du repos. Ouais. En plus, c'est la préférée d'Ardisson, c'est la plus sexy du show business. Ouais. Madame Ardisson ferait bien de s'en méfier. Non. La belle, l'unique, Lisa Stanfield. Ouais, could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see
see your smiling face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, I would have turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Ooh, 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 this love has filled me up. Ooh, my love, I'll never give you up. 'Cause I'll always want your love. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. Le tunnel sous la Manche, inondable en cas de guerre. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? C'est à Charles de jouer. À ton avis? Je dis que c'est de l'intox. Tu dis que c'est de l'intox? Tout a été calculé depuis longtemps. Ouais. Et toi, Charles? Moi, je dis que c'est de l'info. Alors, je peux le dire maintenant. Oui. Jeanne m'a dit que c'était de l'intox. Oui. Ah, on va voir si vous avez chanté toute la chanson ou seulement 3 couplets. Philippe? Jeanne, je crois que vous faites une quinzaine d'émissions avec nous et vous allez très très forte à ce jeu-là puisque vous avez gagné. Bravo. C'était de l'intox. Bravo. Bon alors, comme vous allez être obligé de nous exécuter, Jeanne, vous allez nous chanter la chanson que vous voulez, elles sont toutes bien. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. Oui. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète, t'as peut-être pas le torse velu, mais j'adore tes mirettes. Chaque fois que tu me dis que tu m'as dans la peau, Léon, dans la peau, Léon. Bravo, bravo, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, mesdames, messieurs, au revoir. Folies Bergère pour double jeu. Applaudissez-vous, vous êtes très beaux. Je le fais bien, hein. Allez, allez. Vous êtes peut-être surpris ce soir. Je vous vois surpris, mais Thierry Ardisson a été pris d'une légère indisposition passagère. Mais comme dirait Sabatier, Thierry, je sais que tu nous regardes et nous te regardons nous regarder. On applaudit Thierry Ardisson qui sera bientôt avec nous. Notre invité de ce soir que je connais particulièrement bien, qui est pétri de qualité, qui est merveilleux, beau, sensible, doux. Hein? Allez voir. C'est le merveilleux Patrick Sébastien. Confortable. Tu fais un malheur. Confortable. Hein? Bien. T'es bien là? Ah, je suis bien. Bon alors. Tant que je voulais venir. Ouais. Je regarde ça tous les mercredis soirs. Oh non, je te jure, c'est pas parce que c'est toi. Tu vas passer une sacrée soirée. C'est pas parce que c'est. Mais je t'adore, Christophe. Ouais, ça me fait plaisir que tu sois là, tu sais, Sébatier, vraiment. On va faire une petite interview Wouzou. Tu connais l'émission? Tu veux que je balance? Non, tu balances pas comme d'habitude, t'es gentil avec tout le monde, toi, de toute façon. Moi, j'aime tout le monde. Bah, t'aimes tout le monde. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'on me croit pas. Ben non, mais on va voir. Si, il y a des mecs que j'aime pas. Oui. Des tirs au pigeon. Alors, on commence simplement Drucker. Drucker, j'ai vu dans Zénith avec Denisot, Michel Drucker disait, est-ce que, c'est à l'époque, il était sur Antenne 2, Drucker, ouais. Et il disait, oui, est-ce que c'est vrai, Patrick, que tu as demandé à pu être le samedi parce que ça t'embête d'être en face de moi? Et toi, tu disais, oui, oui, absolument, j'ai demandé. Ouais, ça m'embêtait qu'il y ait deux programmes de variété. À la limite, je préfère la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Et l'autre soir, au concert des Restos du Cœur, à l'Opéra, ouais. Je ne sais pas si TF1 le diffusera lundi prochain, mais en tous les cas, tu as dit, en parlant de Michel Drucker, c'est le genre de mec, tu lui mets un coup de pied dans les couilles, il te demande si tu t'es pas fait mal.
au pied. Ouais. Et il t'envoie un bouquet de chaussures le lendemain. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai que ce mec est gentil. Ouais. Et alors en plus, il y a des gens qui vont encore mal tourner sans. Non, on tourne pas mal, nous, ça nous fait marrer, on l'aime bien, donc, voilà, j'ai fait rire. Oui, t'as fait c'est ce que je voulais. Bien sûr, oui, tu nous as beaucoup fait rire. Je parle de Sabatier en parlant de collaborateurs, de machin et tout, ça n'a aucune incidence. Mais Sabatier, t'as dit, lui, c'est la milice. Non, mais c'était un jeu de mots. Oui, l'ami à l'apostrophe. Et puis il a fait de la pub pour Vichy. Voilà, et puis tous ses assistants, il les appelle collaborateurs. Voilà, et ces émissions s'appellent Avis de recherche. Et le jeu de la vérité. Voilà, et c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait une alliance entre tout ça. C'est drôle. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas un collaborateur. Dès que tu dis un truc, c'est interprété, tu comprends? Mais non. PPDA. PPDA? Ouais. Oh, c'est bien, PPDA. Ah, tu l'aimes, PPDA? Ah, ouais. Ouais. Ah non, mais ça va, non, moi je prends pas position. Moi, je peux pas te dire, j'ai eu très peu de contact avec lui. Ouais. Il a fait l'émission, il est venu faire Léo Ferré. On a pas mal de points communs. Ouais. Il a été papa très tôt, lui aussi. Ouais, lui aussi, c'est vrai. Il avait vrai. 15 ans, je crois. Ouais. Et non, je vais te dire, c'est quelqu'un que j'aime bien. Bon. On n'a pas parlé de Pierre Carl non plus, quelqu'un qui a été viré de TF1 parce qu'il a ouvert sa gueule. Ça arrive aussi. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, Pierre Carl s'intéresse à PPDA, si tu veux. Ah bon? Ouais, tu vas voir. Le magazine du faux. C'était le 16 décembre dernier, le lendemain du retour de Patrick Poivre d'Arvor de Cuba. Et en cet instant, au moment où il passe à l'écran, là, PPDA n'avait pas encore énoncé de contre-vérité au sujet de l'interview de Fidel Castro. Donc il n'avait pas encore donné dans l'intox. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Fidel Castro essaie de sortir de son isolement économique, mais n'est pas prêt à aucun renoncement idéologique. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé hier à Cuba. Intox. Voilà, maintenant on peut dire que c'est de l'intox. Car voici à présent la soi-disant interview de Fidel Castro par l'équipe de TF1, telle qu'elle a été diffusée dans le journal de 20h. Observez bien attentivement ces images. Un jour viendra où ce sera possible. Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA, et PPDA ne lui a jamais posé cette question. C'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. La phrase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Voilà, Fidel Castro répond bien là à la question qui lui a été posée. Mais réécoutons-le répondre à cette même question sur TF1. Jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? En las condiciones del mundo actual. Alors là, vous l'avez entendu, Fidel Castro ne répond plus non, le socialisme ou la mort, comme dans la version originale. Et revoici la journaliste argentine qui a posé la question à Castro. PPDA est juste derrière elle, au deuxième plan à droite sur l'écran. C'était donc quelques minutes avant qu'il ne lui subtilise sa question, puis truc, la réponse de Castro. Alors j'avais interrogé il y a un peu plus d'un an PPDA au sujet de ses pratiques journalistiques, et notamment les questions refaites après coup. Alors là, ça c'est un problème que j'essaie d'éviter, parce que je trouve ça très très mauvais. Ce sont les questions qui sont faites après. Parce que d'abord, elles peuvent être fausses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Les questions réécrites ou refaites, c'est pas bien. Puis en plus, c'est un peu une triche. Voilà, c'est de la triche, c'est lui qui le dit, ce qu'il a fait avec Fidel Castro. On peut d'ailleurs s'en revoir un extrait. Qu'est-ce que vous diriez à la télévision française pour essayer de défendre ce régime ? Qu'est-ce que vous diriez à la télévision française, hein? Vous avez bien entendu. Castro ne répond évidemment pas à cette question dans la version originale de la conférence de presse, puisqu'il ne s'adressait pas à la télévision française, mais vous allez le découvrir, voilà. C'est en réalité à cette correspondante d'une radio argentine qu'il répondait juste avant. La base du métier, c'est l'honnêteté. On sait déjà que c'est pas l'objectivité, c'est au moins l'honnêteté. Alors PPDA se trouvait en compagnie de Régis Faucon à Cuba, filmé ici juste avant la conférence de presse de Castro par un caméraman d'une chaîne de télévision hollandaise. I beg your pardon? No, I'm not press. I am vendeur de saucisses. I am selling sausages. En fait, il n'est pas si loin que ça de la vérité. Faucon a lui aussi saucissonné les propos de Castro. Écoutez. I'm trying to... Est-ce que vous n'éprouvez pas un formidable sentiment d'isolement? Il faut résister, on ne va pas se rendre devant les obstacles. Alors c'est le magazine Télérama qui a le premier dévoilé la supercherie dans cet article paru le 2 janvier dernier, suite à quoi PPDA a envoyé un droit de réponse, dans lequel on peut lire notamment « C'est ainsi que nous avons pu approcher Fidel Castro et lui poser, au cours d'une conférence de presse, quelques questions qui semblent l'avoir irrité. »
C'est complètement faux. À la fin de la conférence de presse, PPDA et son équipe n'avaient posé aucune question à Fidel Castro. Claudia Nay, souvenez-vous, se trouvait juste devant PPDA et Faucon. Elle était dernièrement de passage à Paris. Y cuando se termina la entrevista, cuando se terminan mis dos preguntas, ellos se paran y piden, por favor, una exclusiva para la televisión francesa, y Castro se iba. ¿No lograron entonces entrevistarlo? No. Et voici la scène que vient de décrire Claudia. Fidel Castro a fini de répondre aux questions. Alors on ne verra pas sur ces images l'équipe de TF1, mais on va entendre la seule question qui s'est en définitive posée à Castro. Est-ce que vous pouvez dire à M. Castro qu'il nous avait promis un quart d'heure pour la télévision française exclusive? Mais Castro est reparti sans leur avoir adressé la parole, entouré de ses conseillers et de ses gardes du corps. PPDA et Régis Faucon ont ensuite enregistré leurs vraies fausses questions, faisant comme si Castro les écoutait. Il ne les écoutait pas, voilà la vérité. Après un truc comme ça, je pense que PPDA doit réagir, normalement, et que... Il a déjà réagi en écrivant à Télérama. Le Canard enchaîné en a parlé. Ouais. Et il est le bienvenu. Télérama, le Canard enchaîné. Non, mais il est le bienvenu ici pour s'expliquer. Au revoir, mesdames, messieurs. Patrick Sébastien. Votre carton, s'il vous plaît. Attendez, je m'excuse, j'ai pas de carton, je suis Smaïn, je suis l'invité d'une émission là. Oui, c'est ça. Et moi, je suis à CDC. Bon, t'as un carton ou pas? Attendez, soyez sympa, il y a Hardisson qui m'attend, je viens de sorte de répétition, et soyez sympa, il faut que je passe. Oh, écoute, vieux. Même si tu ressembles un peu à Smaïn, les sosies, on les recevait hier. Alors maintenant, tu me lâches. Sinon, je vais me fâcher très fort. Et après, tu ressembleras plus jamais à personne. Compris? Attends, le nain, calme-toi, il n'y a pas de problème, on va pas se fâcher, on va discuter, il n'y a aucun problème. Attends, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Tu connais le mot de passe? Quel mot de passe? Il y a un mot de passe. Tu connais pas le mot de passe? Non. Et Hardisson, t'es où, toi? Salut la ville. Madame Hardisson. Alors toi, ton boulot, c'est comique, quoi. Oh, arrête de dire ça, c'est vrai. Bah ouais. Oh, pas comique. Non, parce que comique, tout de suite, on a l'impression que... Bah, fais-moi rire. Bah, voilà, c'est ça. Bah, fais-moi rire. Bah, voilà, c'est ça. Voilà, t'es un comique. Bah, non, mais justement. Bah, allez, fais-moi rire, je te Non, regarde. non, non. Je fais le sérieux, là. Non, non, non. De quoi? Tu veux que je fasse marrer? Ouais. Non, non. Non, non, ça sert à rien. Ça coûte trop cher maintenant. Bah, tu vois que ça marche. Et c'est vrai que dans tes premiers boulots, tu as essayé d'être documentaliste à minute. Bah oui, c'est-à-dire que j'avais 16 ans, je cherchais du boulot, et puis j'ai vu un jour dans le journal une annonce où on cherchait un aide documentaliste, et puis il se trouve que c'était à minute. Je me suis pointé. Faut que je sois franc, ils ont été extrêmement sympas avec moi, mais ils m'ont regardé bizarrement, quoi. Alors j'étais donc reçu par le directeur du personnel, et il m'a fait comprendre, évidemment, que bon, c'était pas possible et tout, et je suis parti déçu. Et puis 10 ans, 15 ans après, j'ai appris que, d'accord. Et alors, scoop, on peut dire des scoops. Quand j'ai annoncé ça, j'ai écrit un bouquin où je l'ai annoncé, le directeur de Minute m'a écrit. Marrant, et il m'a même offert, d'ailleurs c'est bizarre et contradictoire, et il m'a même offert de la possibilité d'écrire dans le journal Minute. Devine ce que j'ai répondu. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire rire Le Pen? Je sais pas, je pense que certainement ce bonhomme doit avoir certainement de l'humour, je pense. Mais bon, je crois que... Tu ferais quoi pour le faire rire? Tu dirais quoi? Eh ben écoute, je vais te dire franchement, puisque nous rentrons dans les confidences, un jour j'ai pris l'avion à Nice avec Jean-Marie Le Pen devant moi. Je t'assure, hein. Et j'ai eu les mains extrêmement moites, et c'est la première fois de ma vie que j'avais envie que l'avion s'écrase. Mais je pouvais pas, j'étais dedans. Ceci dit, je dis pas ça parce que je suis un homme public, etc. Mais comme ça, pour des bizarreries personnelles, c'est un bonhomme que j'aimerais bien rencontrer. Tu connais Stéphanie de Monaco? Je l'ai croisée un jour au bain. Effectivement, elle est assez mignonne, mais bon, tu sais, le problème, c'est qu'il faut lui demander la main. Il faut lui demander sa main, voilà, ça, puis, tu vois, ma condition sociale, c'est pas évident, quoi. T'y crois pas? Ah non, j'y crois pas. T'y crois pas du tout? C'est eux qui croient pas, plutôt. Mais tu sais sa famille viendrait de Constantine, comme toi. Ah, tu crois? Ouais. Ah, mais il y a quelque chose à faire, alors. Bon, on va voir. Ah, on attaque. Ouf, le 26 juin 1989, le prince régnier de Monaco fêtait ses 40 ans de règne. Ouf, car ce sont 40 années sauvées in extremis pour perpétuer le nom des Grimaldi, vieux de 700 ans. Une prolongation qu'ils doivent tous, écoutez bien, à une vulgaire lingère de Constantine. L'histoire se passe en 1890 en Algérie. Louis II, le grand-père de Régnier, y est officier. La blanchisseuse de la caserne lui plaît beaucoup. Une petite fille, Charlotte, naîtra de ce béguin. Fait banal, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
En 1918, on a signé un traité entre Monaco et la France. La France reconnaissait la souveraineté de Monaco et exigeait par une clause dynastique à ce que si jamais le trône restait vacant, eh bien la principauté devenait protectorat français administré par les Alpes-Maritimes. Or, en 1920, la lignée des Grimaldi n'avait plus d'héritier pour garder son rocher. À 50 ans, Louis II avait oublié de se marier. Tant pis, la fille de la lingère ferait l'affaire. Et on l'a mariée, on a arrangé un mariage avec le descendant d'une des plus illustres familles françaises, les Polignac, et Pierre, comte de Polignac, a épousé en 1920 la petite princesse Charlotte. Charlotte sauvait ainsi la principauté. De tempérament excentrique, volcanique, mal à l'aise sur le rocher, Charlotte se montrera pourtant bonne fille. En mai 1944, elle abdiquera de ses droits au trône en faveur de l'un de ses 2 enfants, Régnier. Le feuilleton des Grimaldi pouvait continuer. Aujourd'hui, le traité de 1918 est toujours en vigueur, mais une question se pose, Albert aura-t-il des enfants ou faudra-t-il trouver d'autres héritiers? Pas très loin cette fois-ci. Alors, les Grimaldi descendent-ils d'une lingère de Constantine? D'abord, je vais demander à Smaïn à l'oreille. Ouais. Alors, pour vous laisser le temps de réfléchir à tous les deux, et pour laisser aux gens le temps de jouer chez eux et de s'engueuler, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Vous allez retrouver nos petits frères du Québec qui sont habitués à nous donner beaucoup de talent. Ouais. Pour une fois, c'est pas Rock Voisine, ouais. C'est Luc de la Rochelière. Bravo. Cash City. veut être une star, mais personne veut être une planète. Tout le monde traîne dans les bars où personne n'est honnête. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, oui, mais personne n'aime tout le monde. À Cash City, tout le monde a des idées empruntées à la télé. Tout le monde a ses coutumes, chacun a son costume. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Tout le monde a un poster de Marilyn Monroe. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. À Cash City, parfois on sort à Cash City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude, à Cash City, dans une ville qui n'est belle que la nuit, dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. Les Monaco descendent-ils d'une lingère de Constantine? Mylène, de l'info ou de l'intox? Sans hésitation, de l'intox. De l'intox. Et toi, David? De l'intox aussi. Ah bon? Ouais, ça me paraît trop gros, non? Toi, je peux le révéler maintenant, tu m'as dit que c'était de l'intox aussi. C'est-à-dire que c'est assez amusant, ma présence ici, né à Constantine, savoir que le sujet, relation avec Constantine, je sais pas. Tu penses qu'on l'a fait exprès? Bah, éventuellement. Bon, on va savoir, on va écouter l'expert. À toi, Philippe. Eh bien, qu'un tonnerre d'applaudissements se fasse entendre jusqu'au rocher de Monaco, c'est de l'info. Ah là là! Attends. Alors, mais vous êtes du même pays? C'est pas vrai, alors j'ai des chances alors. Mais t'as toutes tes chances, c'est pour ça qu'on t'a fait ça. Caméra. Mais oui, elles sont partout les caméras. Stéphanie, il y a quelque chose à faire tous les deux. On monte un business là-bas. C'est un grand moment dans la vie de Smaïn. Eh oui. Bonsoir Manon. Bonsoir papa. Bienvenue aux Folies Bergères pour l'émission de Papa Manon. Papa. Tu sais ce qu'il y a ce soir dans l'émission de Papa Manon? Il y a Zorro, le vrai Zorro.
Ah ben Zorro, c'est celui qui a le chapeau, c'est celui qui a le masque, c'est celui qui a les petites moustaches. Et puis il y a le sergent Garcia. T'es contente de voir le sergent Garcia? Tu sais qui c'est l'invité? Tu sais qui c'est l'invité ce soir? Qui d'autre? Ben, il y a Dorothée. Oh non, pas Dorothée. On se croirait à Bercy, non? C'est tout comme. Tout comme. Alors Dorothée, bonsoir. Est-ce que tu tiens compte des attaques dont tes programmes sont victimes au sujet de la violence? Oui, bien sûr, mais c'est une vieille querelle qui est terminée depuis longtemps, tout ça. Pourquoi? Maintenant, plus personne n'ose rien dire. Tout le monde a baissé les bras, les parents ont baissé les bras. Non, parce que c'est pas violent et tout ce qui était... Mais par exemple, c'est réglé, tu dis toujours que tu montres effectivement, enfin les séries sont montrées à des psychologues. C'est vrai, tout est visionné par des psychologues. Et vous voulez jamais donner les noms des psychologues? Bah non. Pourquoi? Bon, je pense que ça change. Mais c'est vraiment vu par des psychologues? Vraiment vu, il y a un pool de psychologues avec un responsable à la tête et tout est vérifié. S'il y a un épisode qui peut éventuellement poser des problèmes, on enlève l'épisode. Vous enlevez l'épisode? Absolument. Puis il y a eu l'affaire Ségolène Royal. Qui? Ségolène Royal, c'est une dame qui a écrit un livre qui s'appelle Le ras-le-bol des bébés zappeurs, où elle disait que c'était pas bien que les enfants regardent Dorothée, tout ça. Tu t'en souviens de ça quand même? Oui, bien sûr. Et puis tu sais ce qui s'est passé quand même, on t'en a déjà parlé. Un jour, il y avait une émission de Dorothée, du Club Dorothée, et puis il y avait Ariane et Corbier qui vidaient une poubelle comme ça, il y avait un livre de Ségolène Royal dedans. Est-ce que tu crois que c'est bien de se servir de la télévision pour répondre aux gens qui vous ont attaqué? C'était pas méchant. C'était pas méchant? On a montré son livre à l'antenne, ça fait de la pub gratuite. Ah bon, donc tu crois qu'elle était contente? Quand le CSA a modifié les quotas de séries japonaises, tu te souviens de ce moment-là? Oui. Tu as demandé aux jeunes téléspectateurs d'écrire au CSA. Non, étant donné que je prends toujours le public pour des gens responsables, quel que soit leur âge, je leur ai expliqué pourquoi le mercredi après-midi, qui était devenu une heure de grande écoute, donc avec des programmes français et européens, on avait changé la programmation des émissions. Et je leur ai dit que le CSA avait décidé, etc. etc. Et si vous voulez leur écrire, point, c'est tout. Je n'ai jamais... C'est ce qu'ils ont dit, le CSA, tu connais la réponse. Ils ont dit qu'ils avaient reçu une lettre d'un prof et d'une classe qui demandait qu'on supprime justement les séries japonaises. Bah alors? C'est pas beaucoup une lettre quand même. Non, comme quoi? C'est pour les embêter que tu les avais appelés conseil de surveillance de l'audiovisuel au lieu de conseil supérieur de l'audiovisuel? Je me suis trompée, ça lapsus. Ouais, c'est pas pour les embêter? Pas du tout. Mais il y a eu plus grave quand même, il y a eu l'affaire des insignes nazis sur les uniformes. C'est pas un insigne nazi, ce signe est un... Si tu prends un insigne nazi à l'envers, si tu veux, c'est un vieux sigle de judo. Pas de judo, mais d'arts martiaux. C'est un très très vieux signe qui existe. Et... Les Japonais avaient mis ça sur un uniforme dans un dessin animé japonais. Mais ça n'a rien à voir avec les nazis. Mais vous avez dit quand on... Enfin, je dis vous, parce que c'était pas toute seule, bien entendu. Vous avez dit, mais on n'avait pas eu le temps de visionner toute la série. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui passent qui ne sont pas entièrement visionnées. À l'époque. Et puis il y a aussi, mais ça c'est bon, il y a eu l'affaire Rabin des Bois aussi qui a fait beaucoup de scandales. Oui, alors ça vraiment... gratuit. Là. Je sais pas, il y a des gens qui ont dit que c'était antisémite d'appeler une... Oui. Il y avait un personnage qui s'appelait Rabin des Bois. Attends, c'était Jackie. Jackie Jakubowicz. Tu avais l'auteur qui était quand même juif également, le producteur également. C'était la sortie du film Robin des Bois. Jackie était déguisé en rabbin, c'était Rabin des Bois. Je veux dire, c'est de l'humour de Baffy et c'est pas vraiment très méchant. Justement. Mais alors tu m'amènes... Non mais non, parce que tu m'amènes un enchaînement sur un costard de star que Baffy a fait sur toi. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oui, là je crois que tu vas avoir besoin de beaucoup d'humour. Tu es prête? Prête. Costard de star, Laurent Baffy. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens. Vous pouvez me régler, madame, s'il vous plaît? Vous réglez quoi? Le disque, c'est 30 francs. Oh, bah, monsieur, mais je ne vous ai rien demandé, non, mais je sais bien, c'est Dorothée qui a mis cette technique de vente au point, c'est de la vente directe. Et alors? Alors, on donne les disques aux enfants et les parents les payent ensuite, bien sûr. Bah, vous plaisantez? Tiens, ma chérie, tu aimes Dorothée? Tiens, c'est pour toi. C'est combien?
combien? C'est 30 francs, madame. C'est de la vente directe. Ah non, non, non. Attends, Ah, mais non, vous n'avez pas le droit de reprendre le disque à l'enfant. Dorothée m'interdit de reprendre des disques que j'ai donnés. Non, non, non. Alors là, c'est l'exploitation. Mais c'est Dorothée, madame, qui a mis cette technique au point. Oui, c'est Dorothée. Non, non. Quoi? Trop petite, elle est trop petite alors. Dorothée, elle est pas petite, elle sait ce qu'elle fait. C'est Dorothée qui a mis au point cette vente. Alors votre système est très mauvais, hein, là. C'est Dorothée qui a mis ce système au point. Vous pouvez pas offrir comme ça aux gens, les mettre dans la main, hein, puis dire après c'est 30 francs. Mais c'est Dorothée. On commence à dire c'est 30 francs. Oh bah merci, hein, c'est pour moi, vous me le donnez moyennant 30 francs. Oui, c'est une vente directe, c'est Dorothée qui a mis cette vente au point pour se faire des couilles en or. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est obligé, vous l'avez touché, madame. J'ai pas de monnaie, je vous en donne 3, j'ai pas de monnaie. Non, non, j'en veux pas trop. Alors je vous donne un club Dorothée, j'ai un autocollant, j'ai un pins, J'en veux pas. j'ai un vibromasseur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le stérilet Dorothée qui vient de sortir. Non, non, j'en veux pas. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Un disque, c'est tout. Allez jouer sur l'autoroute les enfants, allez hop. Sur l'autoroute. Dorothée n'aime pas les enfants, alors foutez-lui la paix à Dorothée, hein. Tiens, c'est pour vous. Voilà. Non, c'est 30 francs, madame. Ah bah tu vois, mon château. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Non, 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 non. Alors, j'ai pas le droit de le reprendre, madame. Dorothée m'interdit de reprendre les disques que je donne aux enfants. C'est pas bon pour son image. C'est Dorothée qui a mis cette technique au point. Tiens, ma chérie. Il faut pas que maman le... Ah, vous êtes méchante avec vos enfants, hein. Tiens, mon chéri. C'est pour toi. Ah, j'ai pas le droit de le reprendre, moi. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît? Mais plaignez-vous à Dorothée si vous n'êtes pas contente. Regardez, vous allez la faire pleurer. Vous allez rendre votre enfant malheureuse. Mais non, moi j'aime pas ce principe-là. Ah, mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Hein. Mais je n'aime même pas Dorothée, je trouve ce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais c'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça le principal. Et moi je m'en fous du Lorrain. Elle est à 2 doigts de pleurer. Non, 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 bah c'est moi qui te l'offre, je te l'offre. Merci. Je les paierai de ma poche. Ah oui, c'est ça. Alors, Laurent, je vais te dire la vérité. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser, mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle. C'est malin, j'ai un début d'érection maintenant. Bravo. Tu vois, tu dis que je me mouille pas dans les sujets, tu vois. Il faut qu'on t'aide quand même, hein. Je crois que Dorothée a eu la bonne réaction. C'est vrai. Hein? Oui. On applaudit Dorothée. Très bien. Il faut reconnaître que c'est bien. En fait, tu vois, je l'avais dit depuis l'émission. Je l'avais dit. Elle a des couilles. Bon, et ben voilà. Fait, hein, non, non, mais ça va, ça va. Il est plus mouillé que toi. Hein. Non, je suis très mouillée. Ça se voit pas. Oh, sois pas vulgaire. Hein. Ça va mal finir. Ça va. Lolo, lève le pied. Terminé, lève le pied, Lolo. Dorothée, mesdames, messieurs, on l'applaudit. C'est à moi. Non, là, c'est pas à toi, c'est à moi. Là. Ah, excuse-moi, autant pour moi, Thierry, autant pour moi. Pour jouer avec nous ce soir, deux stars qui ont touché le fond, le plus connu des Français, le plus célèbre des 20 000 vieux sous les mers, pourtant toujours au creux de la vague, le commandant Cousteau. Thierry, je me refroidis là. Il faut que je parle parce que tout à l'heure ça va pas être bon là. Il faut bien que je présente Cousteau, Patrick. Non, non, mais je suis d'accord, mais là je suis en train de me refroidir. Donc si je pouvais parler tout de suite, ça m'arrange. Face à lui, le réalisateur du Gland Bleu, dans la vie comme au cinéma, il a pris de la bouteille, c'est sans doute pour ça qu'il manque pas d'air, Luc Besson. Luc, bonsoir. Bonsoir. Combien de temps peux-tu rester en apnée? Bah, je sais pas. Bon, on va voir. Commandant, vous qui avez l'habitude d'approcher les phoques, quel est votre plus grand souvenir? C'est quand j'ai fait le divan d'Henri Chapier. Mais avec l'âge, vous n'avez pas peur d'être un peu largué quand même, non? Vous plaisantez, il n'y a pas plus branché que moi. Vous aimez les histoires salées, commandant? Oui, surtout quand il s'agit de raies et de morues. Mais soyez correct. Notre invité ce soir... Allez, vends-moi bien, vends-moi bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te vende? Personne te connaît, t'es gentil. Personne me connaît? Bah non. Laisse-moi faire alors, t'es gentil. Bah vends-toi. Vous le connaissez tous, il s'appelle Patrick Timsit, il est drôle, son spectacle est merveilleux, achetez son disque, il est guérable aux soirées d'hiver. Je vous demande d'accueillir Patrick Timsit.
Bon, tu connais le wouzou? Le wouzou? Le wouzou. Ah non. C'est comme le tir au pigeon d'argile. Je vais te jeter des noms et... Je crois pas, j'en ai suffisamment balancé. Non. Aïe, aïe, aïe. Florent Pagny. Florent Pagny? Ouais. Aïe, aïe, aïe. On disait qu'il se plaignait que Bruel lui a tout piqué. Et je disais, il y a peut-être un truc à piquer à Florent Pagny, c'est son micro. Quoi. C'est le seul truc. Ah non, mais c'est du tir au pigeon. Ah oui, d'argile. Et je les aime tous, hein. Ah bah ouais. T'es comme Bruel alors, t'aimes tout le monde. Ouais, pourquoi tu dis Bruel? Attention, c'est un nouveau philosophe. Hein. Ah bon? Ah oui. Mieux que Boujna, tu crois? Non, mais tu vois, la vie est courte, ce sont les journées qui sont longues. Ça, c'est de Diderot. Ouais. Merci beaucoup d'être venu beaucoup, je vous aime beaucoup. Ça, c'est de Patrick Bruel. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pierre Bachelet, alors. Ah, Pierre Bachelet, ah ouais. Non, Pierre Bachelet, je l'aime en tant qu'imitateur. Parce que qu'est-ce qui m'amuse quand il imite Jacques Brel? Je veux dire. Non, mais c'est vrai, non, mais son métier, c'est comique. Hein, je veux dire, spectacle d'émotion. Ouais. Tu sors du spectacle, tu regardes ce que t'as payé, tu pleures. Michel Leb. Michel Leb, alors c'est celui que je préfère. Ouais. Ah, t'as raison de m'en parler. Bah, je veux. Parce que Michel Leb, je l'aime parce que Jerry Lewis lui a tout piqué, quoi. Ouais. Tu vois, puis Michel Leb, je l'aime quand il imite le noir. Oh, dis donc, là, je vais te manger tout cru. Quelle finesse, putain. Il passe du noir au singe, du singe au noir. Et Michel Leb, il est unique. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, bravo. Ah, je les pose sur la table. Ah, quel bonheur. Stéphanie de Monaco. Non, Stéphanie de Monaco, c'est vrai, elle a eu un problème parce que son père a toujours cru qu'elle faisait du cinéma parce qu'il croyait que le César qui était posé sur la cheminée, il n'a pas compris que c'était ce qui restait de la voiture de la princesse Grace. Merci Monaco, bah j'irai ailleurs maintenant. Michel Petrucciani. Ah, Michel Petrucciani. Alors là, attention, moi je dis monsieur. Ouais. Monsieur Petrucciani, hein, attention. Non, 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 parce que c'est trop facile de déconner. On pourrait dire, ouais, qui c'est ce mec-là? La première fois que j'ai vu arriver, je croyais que c'était un César. Non, moi je dis myopathe, myopathe. Oui, mais Petrucciani. Simone Signoret. Simone Signoret. Ouais. Ça, c'est les intouchables, ça. Ouais. Ah ouais, ouais, intouchables. Même Yves Montand, sur la fin, il les touchait plus. Patrick Sébastien, tiens. Patrick Sébastien. Alors, ouais, au hasard. Ah non, mais moi, je l'aime quand il fait ses imitations. Attention, attention, je vais vous faire une imitation. Hein. Attention, c'est un petit peu difficile. Ouais. Je vais vous imiter le maire de Paris et vous allez deviner qui c'est. Attention. C'est moi, Jacques Chirac. C'est qui? Tu peux sortir dans la rue toujours, il n'y a pas de problème. Bah écoute, tant que j'aurais pas croisé des mecs comme toi, je sortais tranquillement. Maintenant, je vais me méfier. Sophie Marceau. 7 sur 7. Ouais. Formidable. Ah non, mais elle leur a dit des trucs incroyables. Hein. Ah non, mais moi j'ai appris des trucs. Hein. Attention, moi j'ai eu 2 grands chocs intellectuels dans ma vie. Nietzsche. Ouais. Et Sophie Marceau. Elle leur a dit, hein, les politiciens, c'est tous des menteurs. La guerre, c'est pas beau. La maladie, c'est bien du malheur. Les cheveux sur la tête, ça pousse. Dormir, ça repose. André Lamy. André Lamy. André Lamy. André Lamy, j'étais sûr qu'il durait plus longtemps que le Luron parce que il a pas tellement plus de talent, mais il a tellement plus d'anticorps. C'est très branché médicaments, non? Ouais, je suis branché médicaments parce que c'est vrai que ça fait partie de la vie, quoi. Je suis un consommateur. Hein. Ouais, un peu trop, non? C'est ce qu'on me dit, mais quand t'es persuadé d'être malade, faut que tu te soignes. Ouais. Pourquoi t'essayes pas la chromopathie? La chromopathie, c'est quoi? Ouais. Tu veux voir ce que c'est? Ah oui, je veux bien. Tu essaierais si ça te plaisait? Ah, ouais, je suis client. Hein. Eh ben regarde alors. Allons-y. La chromopathie, mesdames, messieurs.
Orange, bleu, vert, rouge, les couleurs, au dire de leurs adeptes, soignent la plupart des maladies courantes. Après la naturopathie, la musicothérapie et l'iridologie, voici la chromothérapie. Mise au point par un neuropsychiatre reconverti dans l'acupuncture, le docteur Christian Agrapart, cette nouvelle médecine énergétique se pratique à l'aide d'un simple projecteur de lumière. De cette lampe halogène partent des fibres optiques et au bout des fibres optiques, nous avons des filtres qui sélectionnent les longueurs d'onde qui nous intéressent. On parle de couleurs pour simplifier les choses, mais en fait ce sont des longueurs d'onde bien précises qui ont des effets thérapeutiques. J'étais brûlée ici, donc j'avais une grosse bride ici, au-dessus de la lèvre supérieure, et ici sous le front, j'avais une bride qui était assez conséquente. Et depuis le 17 juin, le docteur Agrapart a commencé son traitement. J'étais un peu sceptique parce que, bon, moi, j'avais ce carcan en permanence. Donc, quand il m'a dit bah, « maintenant, vous ne le portez plus », pour moi, ça a été une délivrance. Quelqu'un vient de se brûler, on dit que c'est une pénétration de l'énergie chaleur. Et nous allons donc appeler, pour soigner cette dame, de l'énergie froide. Et il suffira que nous utilisions la couleur orange, ou la longueur d'onde correspondant à la couleur orange, pour qu'il y ait toujours une réponse froide de l'organisme. L'orange provoque toujours au niveau de l'organisme une réponse froide. Le vert provoque toujours au niveau de l'organisme une réponse sécheresse. Et le bleu provoque toujours au niveau de l'organisme une réponse humidité. Il suffit de penser à un être malade et penser à la lumière bleue, cette lumière bleue pâle que l'on voit dans un prisme, et si vous projetez cette lumière bleue sur une personne qui est malade, vous la soignez instantanément. On appelle ça le manteau bleu de la Vierge. C'est une lumière qui soigne terriblement. Je suis très reconnaissante au docteur Agrapart. Je dis que c'est un miracle, c'est un conte de fées. Hein. Un institut pour soigner par les couleurs. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Patrick Timsit à l'oreille. Alors, un institut pour soigner par les couleurs, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Pendant que vous réfléchissez chez vous, que Luc Besson et le commandant Cousteau font pareil, qu'est-ce qu'on écoute, Corti? Le créateur de Ti, amo, je t'aime Ti. Il s'appelle Umberto Tozzi, et moi je l'aime. Ouais. Gli altri siamo noi. Sono stato mai più solo di così, è notte ma vorrei che fosse presto lunedì, con gli altri insieme a me per fare la città, con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano, si rivestono. Quando escono, partono, arrivano, ci somigliano angeli avvoltoi, come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi. Oh, 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 oh. I muri vanno giù al soffio di un'idea, alla come Gesù in chiesa o dentro una moschea, e gli altri siamo noi, ma qui sulla stessa via, vigliaccamente eroi, lasciamo indietro i pezzi di altri. Alors, un institut pour soigner par les couleurs, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? C'est à toi de jouer cette fois. Intox. Intox, ouais. Pourquoi? Tu crois pas Un coup d'orange sur une brûlure, non, Terminator 3, non, non, Intox. Le professeur Agrapart, toi tu crois pas? Non, pas vraiment le nom, ouais. Non, Intox. Intox. Et vous, commandant? Moi, je pense que c'est l'info. Parce que je pense que les médecines étonnantes ne finiront jamais de nous étonner. Il y a toujours de nouvelles. Ah, c'est quelqu'un, ce Cousteau. Je vais suivre, là. Ah ouais.
Ah non, non, tu vas pas suivre du tout. Tu m'as dit autre chose tout à l'heure. Tu m'as dit que c'était de l'intox. Oui, il est tricheur, ce type. Il a une bouille, il est sapé comme lui. Il a voulu tricher. Mais c'est le service public, on peut pas tricher. Ah ouais, d'accord. On est presque. T'es comme les autres. Nous, on est presque assermentés, nous. T'es comme les autres. Mais non. Bah si. Bonnet d'âne, non. Triomphe pour Philippe Guérin. Vas-y, mon Fifi. Eh oui, triomphe. Tu me dis si je suis trop court. Non, triomphe. Ça va. C'est beau. Triomphe. Quand on a fait le Grand Bleu, on peut se planter avec les couleurs, puisque c'était de l'info. Patrick Timsit, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue au Séquidan. Pour jouer avec nous ce soir, Anthony Dalland. Alors Anthony, bonsoir. D'où venez-vous? De Bordeaux. Ah oui, et quelle est votre profession? Maître nageur. Maître nageur. Votre violon d'ingre? Les gonzesses. Ouais, en forme pour ce soir? Ouais, la forme. Ouais. Face à lui, Muriel Robin. Muriel, d'où venez-vous? Quelle est votre profession? Comédienne. Vous avez un violon d'ingre? Le ping-pong. En forme pour ce soir? Ouais, ça se voit, alors, vous êtes prêts tous les deux? Les mains à 10 cm du champignon. Attention, attention. Premier indice. Non. Non, c'est les nerfs. Je vous rappelle la règle du Séquidan. Vous devez trouver l'invité de ce soir. Premier indice, notre invité a longtemps fait un duo avec un autre comique. Sandro. Non. Deuxième indice, notre invité vient de sortir un disque de valse. Ouais. Jusqu'à. Non. Troisième indice, notre invité joue dans le feuilleton le plus célèbre de France. Les fausses factures. Non. Quatrième indice, j'espère que vous allez trouver. Notre invité n'est toujours pas déçu du socialisme. Jean-Marc Thibault. Bravo, c'était le Séquidan. Et c'était Jean-Marc Thibault, on les applaudit, bravo. Jean-Marc Thibault, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Double Jeu. Tu as eu 16 ans en 1939. Hein? Comment tu as vécu cette époque? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu étais conscient des dangers qui s'accumulaient comme ça au-dessus du pays? Dans les premières années, pas tellement. C'est-à-dire que bon, j'étais très jeune. Et puis quand on est jeune, on ne se rend pas bien compte des dangers. Mais à partir de 1942, la peur a commencé à s'installer pour beaucoup de jeunes. Hein. D'abord, j'ai vu plein de copains juifs partir et ne jamais revenir. J'ai vu d'autres qui se cachaient, qui étaient obligés de se cacher, puis ça m'est arrivé aussi. Et donc, j'ai vécu mal. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on m'a volé ma jeunesse. Et les années qui sont les plus belles, de 16 ans à 20 ans, c'était dur. C'était terrible. Et la défaite, l'arrivée de Pétain, ça se passait comment? Quel souvenir tu en as comme ça? J'ai le souvenir terrible des rues de Paris complètement désertes et des Allemands qui marchaient dans les rues au pas de loi, descendant les Champs-Élysées. C'est quand même, malgré tout, même si on n'est pas très patriote, puis à 16 ans, tu ne penses pas tellement à ces choses-là, malgré tout, j'avais une impression de contrainte effrayante. Mais j'ai vu des tas de choses très dures, dont je ne tiens pas à parler d'ailleurs. Et je souhaite surtout que personne n'en voit jamais ça. Quand tu dis j'avais des amis juifs qui étaient emmenés en Allemagne, vous saviez ce qui se passait? Non. Vous ne saviez pas? Il faut être honnête, on savait qu'ils partaient, c'est seulement à partir du moment où les Américains ont pénétré sur le territoire allemand qu'on a su les vraies horreurs. On le savait pas à Paris, on savait pas. Ils avaient disparu, mais personne ne savait ce qu'étaient vraiment les horreurs des camps. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Tu vas me laisser là. Tu vas te diriger vers le fauteuil qui est là-bas. Ouais. Tu verras, il y a écrit la question sur le fauteuil. Et quand tu vas t'asseoir sur le fauteuil va te poser la question. Ah bon, d'accord. À tout de suite.
Jean-Marc Thibault, est-ce qu'aujourd'hui vous aimez les Allemands comme n'importe quel autre peuple? Oui, je voudrais, mais je peux quand même pas arriver à oublier tout. Tu as eu des amis résistants? Ah oui, beaucoup, oui. Tu as eu aussi des amis collabos? Non, j'en ai pas connu beaucoup, mais finalement, le temps venu, bon, ceux qui n'ont pas commis de vrais crimes, je comprends qu'ils aient été entraînés. C'était très difficile de choisir à une certaine époque. À partir de 42, on ne pouvait plus douter, mais avant entre 40 et 42, je comprends que des gens puissent s'être trompés. Tu as eu 20 ans en 43. Oui. Est-ce que tu te souviens de cet anniversaire-là? Non, celui de 43, non, mais celui de 44, oui. Oui. Oui, parce que je suis né le 24 août, et à 11h du soir, le jour de mon anniversaire, toutes les cloches de Paris ont sonné, Leclerc venait d'entrer dans la capitale. Tu as vécu la libération comme ça, quoi? Oui. Après la guerre, tu as été tenté, comme beaucoup de gens à l'époque, par le communisme? Non, jamais vraiment. J'ai très vite senti qu'il y avait quelque chose derrière. D'abord, j'ai rencontré dans le maquis beaucoup de communistes qui étaient des gens extrêmement courageux, extrêmement disciplinés, mais qui peut-être étaient trop disciplinés, et moi ça me faisait peur. J'ai peur des gens, trop bien, tu vois, et j'ai senti assez vite, alors qu'on savait encore rien sur le stalinisme, j'ai senti que c'était quand même pas ce qu'il y avait de mieux. Et il faut quand même que les gens aient beaucoup de liberté pour qu'ils soient heureux. On n'impose pas un bonheur de force avec des armées. Tu n'as jamais été tenté par ça? Non. Et tu étais déjà socialiste, tu étais déjà de gauche à cette époque? Oui, je vais te dire, c'est une tradition dans la famille. Alors, par respect pour, je le serais simplement par respect pour mes parents, mes arrière-grands-parents. Je sais que on était socialistes et de gauche depuis 1848 dans ma famille. C'est une tradition. Une tradition. Tu admirais De Gaulle à une époque? Oui. À la Libération, mais ensuite, à l'époque de l'Algérie, tu penses qu'il a réglé le problème? Il l'a réglé un peu vite, à mon avis. C'est-à-dire que je pense qu'il fallait trouver une solution qui permette à deux peuples de vivre ensemble comme ils vivaient finalement, assez bien. Et Mitterrand, tu l'admirais? Oui. Tu l'admires encore? Oui. Tu juges comment la politique qui a été menée depuis 1981? Je pense qu'elle correspond... C'est parce qu'on pense que c'est un échec. Sans doute c'est un échec, mais c'est un échec mondial. Et le discrédit dont sont victimes aujourd'hui les hommes politiques, la crise du parlementarisme, est-ce que ça t'inquiète? Ça m'inquiète parce que ça peut profiter à des gens qui ont un sens de la démocratie. C'est ça qui est dangereux. Sinon, bon, ils l'ont peut-être un peu cherché, les hommes politiques aussi, ils sont peut-être pas mis au goût du jour. Je vais t'en montrer des hommes politiques, là. Tu vas voir. Laurent Baffy, le Baffy Show. Une question, présentez-vous. Bernard Schreiner, député des Yvelines. De quel groupe vous êtes? Du groupe socialiste. C'est Heavy Metal? Pardon? C'est un bon groupe? Pourquoi pas? Vous êtes député depuis combien de temps? 10 ans. Est-ce que c'est plus facile quand on est député pour se tirer des gonzesses? Est-ce que ça aide? Ça, je pense que ça dépend pas du rôle et de la profession que l'on fait. Quand on est député, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Pour conclure. Écoutez, ce n'est pas une question sérieuse. Posez-nous une question sur la France, vous répondrez. C'est une question, pour moi, sérieuse. Parce que des fois, on est sur un coup, on est à deux doigts de niquer et la nana se casse. Je comprends pas du tout le sens de votre question. Parfois, il y a des nanas qui sont impressionnés, des nanas qu'on n'aurait pas forcément tirées, mais comme on est député, hop, on peut leur mettre une cartouche. C'est une plaisanterie, là. Non, c'est une vraie question. Messieurs, juste une question. Vous vous teniez la main. Est-ce qu'il y a des relations homosexuelles parmi les hommes politiques? Non, des rapports d'amitié. Oui. On se tenait pas la main d'abord. Si, vous êtes caressé un petit peu, vous avez eu un début d'érection, je vous ai vu. Vous êtes terrible. Une question, Jean-Pierre. Quand on est connu, c'est plus facile avec les gonzesses ou c'est plus difficile? C'est forcément plus difficile parce qu'il faut mettre des lunettes noires.
Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça rentre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà. Parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. On n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Vous êtes ensemble? Non, je suis Labarère, le député maire de Pau. Et vous avez pas eu d'attouchement sexuel avec... Moi, j'adore Yvette. Oui. Et je crois que ça vaut mieux l'adorer que tout le reste. À votre avis, est-ce qu'elle est bonne sous l'homme, Yvette? Je sais pas. Jacques, simplement, est-ce que le fait d'être connu en politique, ça sert avec les gonzesses? C'est-à-dire que depuis que j'ai rencontré ma femme, qui est fantastique, alors les gonzesses ne me concernent plus. Plus du tout? Plus du tout. Tu t'es fait couper par un veto? Oh, pas du tout. Raymond, on se tutoie pas alors, hein? Non, ni on se tutoie pas, ni on se vous voit pas, voilà. Ni on ne parle pas chez Bran. Voilà. Pas rock'n'roll, hein? Ils ont tous une langue de bois, mais à les entendre, ils s'en servent jamais. Ouais. En tous les cas, pour ton deuxième voyage à la Chambre des députés, c'est encore mieux que le premier. Je propose qu'on l'applaudisse. Ouais. Laurent Baffie. Écoute, c'est beau la liberté quand même, non? Oui, oui. De pouvoir faire ça à la télévision. Bah oui, mais c'est formidable. C'est formidable, non? Et je crois que quand même, c'est assez relativement récent. Oui. Non, mais c'est vrai. Il faut le reconnaître quand même. Parce que moi, j'ai connu une époque où quand même, on ne pouvait pas tout dire. Non. Moi aussi, je l'ai connu. Bon. Mais ils n'ont pas dit grand-chose. Hein. Ils ont dit ce que tu leur as demandé. Oui, mais toi, tu as pu le faire. Ouais. Parce que j'ai des couilles. Non, parce qu'il y a des gens qui t'ont laissé le faire. Bonsoir. Pas bonsoir, comme ça fait folle, ça, c'est pas bien. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Mais non, c'est vulgaire. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, pas une petite voix de fossé, une voix un peu virile quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, il vaut mieux dire bonjour, vraiment. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est stupide. Notre invité ce soir... Tu veux que je t'aide un peu? Non, ça va, maintenant je sais faire. Non, tu sais le nom du type? Oui, oui, oui. T'as préparé tes fiches? Oui. Quelqu'un a préparé pour toi, oui. Tu vas voir. Neveu terrible de la télévision, voici celui qui laisse les récompenses à terre pour mieux monter au ciel y célébrer les étoiles. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Quand tu étais petit, tu voulais être missionnaire. Oui. Et puis chef des missionnaires, tu voulais être pape. Oui, à la fin, oui, parce que je me suis dit quand même que ce serait toujours la folie des grandeurs. Ouais. Mais c'était sérieux cette histoire? Pompier aussi, je voulais être, mais finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Oui, ça, je l'attendais. Ma fille. Ma fille. Et t'es bon chrétien, là? Non. 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 T'es musulman? Non. Non, La vérité, c'est que je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que... Je ne crois pas. Je regrette, ça? Mais je ne crois pas. Tu vas venir me raconter ça, d'accord? Oui. Frédéric Mitterrand. Donc Frédéric, tu ne crois pas en Dieu? Je pense que Dieu est, peut-être, mais en tout cas, certainement sous aucune des formes que l'on nous a enseignées. Et moi, finalement, c'est affreux à dire, mais ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ton fils Mathieu est baptisé? Oui, il est baptisé parce que j'attache beaucoup d'importance au fait qu'un enfant soit comme les autres
Et ça fait partie de notre culture, de notre vie. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut. Donc, mais il y a des gens qui tiennent le raisonnement inverse. Moi, j'ai préféré celui-là. Il a quel âge maintenant? Il a 20 ans. 21. On n'a jamais su si c'était ton vrai fils ou ton fils adoptif. Non, non, c'est tout à fait mon vrai fils. C'était c'est-à-dire que il a vécu avec moi d'une manière un peu compliquée, à cause du désordre de la jeunesse, qui était ma jeunesse, en l'occurrence. Mais c'est mon vrai fils. Et puis, même s'il était mon fils adoptif, il serait aussi mon vrai fils. De toute façon, je trouve terrible cette différence. La seule chose qui compte, c'est la manière dont les gens s'occupent des autres. Mais en tout cas, c'est mon vrai fils. Est-ce que tu vois toujours sa mère? Non, parce que... la drogue a tué beaucoup de gens. Qui l'a élevé? Je l'ai élevé, mais pas très bien. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas assez bien occupé, que j'étais sans doute un peu tyrannique avec lui, je l'ai empêché de respirer, quoi. Et voilà, enfin, il faudrait lui demander à lui. Hein. Si tu devais mourir là, quelle serait la seule chose que tu voudrais lui dire à ce moment-là? Je t'aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inal Harditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.